Et bienvenue dans cette nouvelle séance de guidage. Si jamais vous nous rejoignez, n'ayez pas peur, vous pouvez tout à fait commencer un guidage de lecture au milieu d'un chapitre, au milieu du livre. Je dirais même que c'est intéressant de regarder les thèmes qui vous intéressent et d'aller chercher les vidéos qui vous intéressent sans forcément regarder toutes les vidéos de guidage que j'ai fait depuis plus de 2 ans maintenant sur ce livre 7 parle. Il y a des mots-clés qui sont mis dans chacune des vidéos, donc voilà, ça peut vous permettre d'accéder rapidement à ce qui vous intéresse. Il y a aussi un titre que j'essaie d'être à peu près explicite par rapport au passage que je lis à chaque fois. Et donc voilà, n'hésitez pas à regarder par exemple les résumés et puis quelques vidéos sur des thèmes qui vous intéressent, et si ça peut vous donner ensuite envie de lire le livre, eh bien je dirais que la mission de ces vidéos est déjà pleinement remplie. Nous en sommes toujours dans ce début de chapitre 7, la page 131, on arrive plutôt vers la fin de la page. 7 a beaucoup expliqué depuis le début de ce chapitre que nous émettons en permanence des images pensées, des doubles, des répliques de nous-mêmes à l'extérieur, qu'à chaque fois que nous pensons intensément à un lieu, nous envoyons vraiment une image de nous, un double de nous, et que même si nous sommes tellement concentrés sur ce lieu-là, nous pouvons ressentir certains sens, donc peut-être les sens, dans les 5 sens, ceux avec lesquels nous avons le plus d'affinité, ou celui sur lequel nous avons le plus d'affinité. Et par exemple, il disait, si vous pensez à votre plage préférée, vous pourrez avoir, soit entendre le bruit des vagues, soit avoir l'odeur de la mer, etc. Donc vraiment les sensations qui sont liées à votre double qui est projeté là-bas. Et il venait de dire, juste avant la reprise là, de ce guidage, que il nous fait déjà une énergie fantastique pour maintenir notre corps physique en permanence, donc, et ça on s'en rendait pas compte, et que même notre corps en fait il est en permanence en train de clignoter. Ça, c'est vraiment une information moi qui me semble vraiment très très importante. La moitié du temps, il disait, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans cette réalité physique. On clignote tellement rapidement qu'on ne se rend pas compte, mais en tout cas, 7 nous explique que chacune des parties de notre corps est aussi souvent absente qu'elle est présente. Donc là, il venait juste de finir une phrase, il disait « Votre espace est donc plein de formes en devenir, plus ou moins intenses, situées en dessous de la structure ordinaire de la matière que vous percevez ». J'avais expliqué à la fin de la séance précédente avec un petit schéma, cette notion d'être la matière en devenir. Et on commence effectivement, c'est vrai que je m'étais arrêté là en tout cas à la dernière séance qui était déjà assez longue. On commence par un commentaire de Robert en fait, dans la reprise. De Robert, donc le mari de Jen, et qui commente en disant « En tant que 7, Jen se penche par-dessus la table basse qui nous sépare pour prendre mon verre de bière à moitié plein. Je le note à cause de ce qui suit. » Fin du commentaire. Et 7, donc voilà, il venait de dire la phrase que j'ai lue juste avant, et il enchaîne en disant « Robert vous remercie. » Donc voilà, il vient de se servir en direct de la bière, mais c'est Robert qui en avait besoin, Jen, autrement dit. Et il note, chose que Robert n'a pas fait, vous n'avez pas besoin de noter cela. Mais Robert aimait bien, en tout cas dans les premiers livres, vraiment noter de manière exhaustive tous les petits échanges qui étaient compris pendant leur session. Il reprend à la suite. Nous ralentissons de temps en temps pour choisir un mot particulier, car une partie de ce matériau est assez difficile à formuler. Il avait dit un petit peu plus tôt que c'était compliqué pour nous aussi de le comprendre. Il y a certains moments, je le redis très rapidement, mais il y a certains moments où effectivement il va hésiter sur la manière dont il parle des concepts dont il souhaite nous faire part, tout simplement parce que ces concepts n'étant pas du tout calés sur la réalité physique, ça fait un décalage énorme, et il manque de mots. Il manque même de concepts. C'est complètement en dehors de ce qu'on perçoit au quotidien, donc on est un petit peu perdu. Donc en tout ça, il y a des moments, il est obligé de ralentir et de
de bien réfléchir sur ce qu'il dit mot pour pas nous aiguiller sur une mauvaise conception de ce qu'il essaie de nous faire passer comme information. À ce moment-là, Robert commente en disant « intéressant ». Et il note « j'avais remarqué des variations presque régulières dans le débit de Jen depuis le début de la session. Chaque segment de ce rythme alternativement lent puis rapide couvre à peine quelques paragraphes, ce qui produit un effet beaucoup plus visible que d'habitude. » Voilà, donc il va dicter. Donc c'est Jen qui parle au fur et à mesure, donc elle va parler assez vite, puis tout d'un coup il y a quelque chose qui va se ralentir, comme s'il y avait besoin effectivement que les bonnes informations lui arrivent, qu'elle dise les bons mots au bon moment, et puis ça s'accélère quand il y a des passages un peu plus simples, et ça se ralentit, etc. Donc ça marque un peu le rythme de leur propre session de leur côté. Et Robert peut le percevoir de son côté. Et là, il va reprendre ensuite. Ces projections sont donc constamment envoyées vers l'extérieur, ce dont je venais de vous rappeler. Des instruments scientifiques plus sophistiqués que ceux dont vous disposez actuellement montreraient l'existence de ces formes et les vibrations d'intensité variables qui entourent les objets physiques que vous percevez. Il en avait déjà parlé aussi dans ce début de paragraphe, mais selon lui, ce dont il parle a des répercussions vraiment dans notre monde physique. Donc, c'est quelque chose de matériel, donc que des instruments scientifiques qui savent quoi chercher. Donc là, il parle des instruments scientifiques qui montreraient l'existence de ces formes. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher exactement ? Je crois qu'à un moment donné, il parlait de modifications électromagnétiques ou des variations aussi. Alors, c'était là par rapport au point de coordination, variations dans la gravité, autour de ces points. Et là, il parle aussi, donc dans une deuxième partie, il dit les vibrations d'intensité variable qui entourent chaque objet physique. Qui correspondrait donc à dans ce que je comprends, l'information, l'énergie qui est derrière l'objet physique lui-même. Oui, c'est ça, c'est le message qui sous-tend la création de l'objet physique. C'est le schéma que j'avais montré la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a des émotions et des idées qui vont arriver, mais il faut, donc là on est déjà dans une conscience en fait, c'est la conscience qui focalise petit à petit sur la réalité physique, mais tant que c'est pas suffisant en termes d'intensité cumulée, alors donc on est dans cette comment il appelait ça, matériau en devenir, voilà, en dessous, situé en dessous de la structure ordinaire de la matière. Et une fois que c'est créé, il y a toujours cette information qui est présente derrière, et donc visiblement, lui, là, il dit que ça peut être perçu, si on sait quoi chercher, en tout cas, par des instruments scientifiques, de physique, vraiment tels qu'on peut avoir aujourd'hui. Il va donner un petit exemple dans le paragraphe suivant. Il enchaîne donc 7 en disant « Pour mieux comprendre, regardez une table dans la pièce où vous vous trouvez. Cette table est physique, dense, vous la percevez facilement. » Oui, effectivement, c'est un objet physique. J'en ai déjà parlé dans une séance précédente. Imaginez que derrière la table s'en trouve une autre semblable, mais pas tout à fait aussi physique. Donc il y a la première table physique que vous voyez, complètement dure, physique, c'est ce que nous percevons avec nos sens physiques. Et juste derrière, il y en a une autre, mais un peu plus transparente, on va dire, un peu moins physique. Donc voilà. Imaginez, en tout cas, que derrière la table que vous êtes en train de regarder, s'en trouve une autre identique, tout à fait semblable, mais pas tout à fait aussi physique. Et derrière celle-ci, une autre,
et une autre encore, chacune étant plus difficile à percevoir, s'effaçant dans l'invisibilité. Donc une sorte d'infinité de tables à l'arrière, semblables à la première table, mais de moins en moins palpables, de moins en moins physiques, de moins en moins dans notre réalité. Et de même, devant la table, se trouve une table tout à fait semblable, à peine un peu moins physique que la table réelle, entre guillemets, et qui décline là aussi une succession de tables de moins en moins physiques qui s'étendent vers l'extérieur, à partir de la table, vers l'extérieur. Donc là, devant, et donc derrière, devant. Et la même chose pour chaque côté de la table. Donc dans les dans les deux directions en tout cas à plat de la table, devant, derrière, droite, gauche, lui il dit qu'il y a des doubles de la table, mais que la table, nous, physique que l'on perçoit, qui resterait de notre point de vue la plus physique, en fait c'est comme si elle était au centre d'une sorte de gradient, en fait, un gradient de table. Si on s'éloigne, donc là il parle que de deux directions, ça me semble assez bizarre, c'est vrai que ce serait logique qu'il y en ait aussi au-dessus, en dessous, en fait dans toutes les directions. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à chaque fois il nous donne juste des exemples pour qu'on comprenne un peu de quoi il parle, mais c'est la même chose dans chaque direction, c'est-à-dire que il y aurait une sorte de nuage de tables identiques à la table que l'on observe, ou autrement, on va généraliser. Autour de chaque objet physique, il y a un nuage du même objet. Plus on s'éloigne de l'objet, concrètement dans l'espace, moins c'est physique, plus ça devient invisible. Et c'est comme si l'objet physique qu'on voyait, là c'est un peu l'idée là qui me vient pour le moment, était la conséquence, j'allais dire, c'est-à-dire le centre de toutes ces tables, toutes ces chaises, de tous les objets que vous voyez. L'objet, nous, le seul objet qu'on perçoit, c'est parce qu'il y a cette densité d'éléments autour, identiques, dans toutes les directions, et qui font que le point culminant, et on revient à la notion d'intensité. C'est pour ça que vraiment cette notion-là, elle est hyper importante, il me semble, il en parle sous différentes formes tout le long du livre. Le seul objet qu'on voit, c'est parce que c'est l'objet le plus intense. Et il est entouré d'autres objets moins intenses, mais qui sont déjà, qui forment un gradient, un dégradé, jusqu'à la forme que nous on perçoit. Et là, c'est comme si on avait passé, je reviens au schéma que j'avais montré dans la fin de la vidéo précédente. En fait, il y a ce cumul d'intensité qui fait que l'objet qui est visible, c'est celui qui a passé le cap au-dessus de l'axe d'une intensité physiquement intense, suffisamment intense physiquement, pour qu'il devienne visible à nos sens physiques. Mais l'objet lui-même n'est qu'un objet parmi d'autres, il y a donc cette espèce dans toutes les directions, de double de l'objet, mais sous une autre forme. Il a mis le mot réel, tout à l'heure il parlait de la table physique réelle entre guillemets, parce que toutes ces images ont, de son point de vue, je pense, la même réalité. C'est pas parce qu'il y en a qu'un seul que nous on voit que toutes les autres copies n'en sont pas moins réelles, c'est simplement qu'elles sont utiles, nécessaires, elles montrent qu'il y a cette conjonction d'idées pour aller vers la création à cet endroit précis, d'une table par exemple, d'un autre objet, dans un autre cas, et que c'est juste un pic dans la réalité. C'est le pic qu'on a choisi pour placer cet objet-là à cet endroit. Mais il existe cet objet en plein de répliques différentes qui ont la même réalité dans d'autres plans que la réalité physique, et simplement un peu moins intense. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, en tout cas, cette notion de dire voilà, que plus on se rapproche de l'objet, plus on va retrouver cette copie d'objet de plus en plus intense jusqu'à un moment où on est à l'endroit où l'objet
apparaît physiquement. Voilà, j'essaie de reformuler voilà, en espérant à peu près, déjà d'une part que mes idées sont claires et correspondent à ce que Seth explique, et que moi-même j'arrive à donner des idées qui vous parlent en tout cas. Il va continuer son exemple, ça va peut-être compléter, dans le paragraphe suivant en disant « Or, tout ce qui apparaît en termes physiques existe également en d'autres termes que vous ne percevez pas. » Bon, à sa manière, il est en train de dire mieux, du coup, ce que j'essayais d'expliquer avec cette espèce de nuage d'objets autour de chaque objet. En d'autres termes, voilà, que vous ne comprenez pas. Vous ne percevez les réalités que lorsqu'elles atteignent une certaine tonalité. Ce que j'ai appelé intensité avant, lui il dit, il y a une certaine tonalité particulière, mais il y a d'autres réalités qui sont présentes, et il y a un moment donné où ça devient perceptible par nos cinq sens. Lorsqu'elles atteignent une certaine tonalité, lorsqu'elles semblent se concrétiser en matière, finit-il la phrase. Mais elles existent réellement, poursuit Seth, et de manière tout à fait valide, à d'autres niveaux. Voilà, donc tout ça, il parle de chaque objet physique. Il prend un exemple d'une table, mais chaque objet physique que vous voyez autour de vous, il y a cette multitude de doublons, à mon avis dans toutes les directions, il en parle que de deux, mais à mon avis dans toutes les directions, avec des paramètres, des particularités différentes qui sortent de ce que nous avons choisi de pouvoir percevoir. Et de leur côté, Seth va dire maintenant, vous pouvez faire une pause et vous détendre à un autre niveau. Voilà, les petites blagues de Seth, puisque même ils sont dans un monde physique, il leur demande de se détendre à un autre niveau que ce qu'il était en train d'expliquer. Pause de 22h02 à 22h20. Et il va reprendre. Paragraphe suivant. Il existe aussi des réalités, Robert note qu'il y a une pause à ce moment-là, qui sont, entre guillemets, relativement plus valides, fermez les guillemets, que la vôtre. Donc il vient d'expliquer que nous, on est à un niveau de réalité particulier, que si, comment il disait ça, imaginez que derrière la table s'en trouve une autre, etc. Il dit pas qu'on est capable de les percevoir, en tout cas il nous fait juste comprendre qu'à partir de cette table physique que nous on voit un autre niveau de réalité, il y a en fait des doubles perçus dans d'autres réalités. Et là il va faire basculer notre réflexion. Donc, il commence en disant, voilà, il existe aussi des réalités qui sont relativement plus valides que la vôtre. Point virgule. En comparaison, votre table physique ressemblerait à une ombre par rapport à ces tables-là. Donc, dans la première partie, il expliquait que nous, à notre niveau de réalité, on a l'impression que nous sommes le plus concret, le plus solide, le plus palpable. Et que s'il y a d'autres niveaux de réalité derrière, on ne les perçoit pas parce qu'ils sont plus légers, c'est plus subtil, hein, c'est plus des concepts. Mais Seth nous dit attention, il y a des réalités, mais au même niveau que nous, enfin au même niveau, justement à un niveau de création, de matérialisation différent, mais au même endroit si l'espace existe. Hein, tout ça se passe au même endroit. Donc il y a aussi des réalités qui sont plus valides, entre guillemets, que la nôtre, c'est-à-dire que eux, de leur point de vue, notre table, ce serait une ombre. Il existe des univers parallèles, beaucoup plus denses que notre propre univers que l'on considère comme quelque chose de dense,
palpable. Donc, en comparaison, votre table physique dans ce monde-là ressemblerait à une ombre par rapport à ces tables dont il vient de parler, qui sont donc relativement plus valides. Tout ça, c'est des mots de vocabulaire. Plus ou moins valide, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens en tant que tel. C'est juste pour essayer d'expliquer, on tourne autour de ces mêmes mots. Je parlais d'intensité tout à l'heure, et c'est un mot qu'il utilise souvent. Il utilisait dans ce début de séance la notion de tonalité. Et là, il essaie de dire cette notion de validité, de concrétisation dans un autre niveau. Vous auriez alors, dans ces termes, continue 7, une sorte d'hypertable. Nous, dans notre réalité, on aurait une table qui, je sais pas, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus dense, beaucoup plus présente, beaucoup plus lourde, beaucoup plus valide, dit-il. Une autre tonalité particulière, une hypertable. Donc nous ne sommes pas, nous, le cumul, le sommet, le maximum de densité. Il ne faut pas imaginer que tout le reste de tous les univers connus, c'est quelque chose uniquement dans l'esprit, dans la conscience, impalpable. Non. Il y a des réalités plus denses, des réalités moins denses. Dense étant un mot que je choisis arbitrairement, de tonalités différentes. C'est juste que nous nous connectons à notre niveau de réalité et qu'il y a des éléments qui vont quand même transfuser, transmigrer de temps en temps, des anomalies qu'on va percevoir, mais donc il y a a priori autant de raisons qu'il y ait d'univers plus denses que les nôtres que d'univers moins denses. Il continue en disant « Votre système n'est donc pas formé par la concentration d'énergie la plus intense possible. » C'est ce que je viens de dire, ce n'est qu'une réalité parmi d'autres en termes d'intensité, de densité, de matérialisation. Il continue en disant « C'est seulement celui vers lequel vous êtes orienté, notre univers à nous, notre système, et dont vous faites partie intégrante. Et c'est la raison pour laquelle vous le percevez. Ce n'est pas une question de densité. On perçoit ce sur lequel on est réglé, comme un poste de radio. Et les différentes fréquences de radio, c'est pas parce qu'une fréquence est plus aiguë ou plus grave que ça va changer la tonalité, la nature du message qui est donné. C'est juste une information qui est donnée à un autre niveau. Et bien, c'est exactement pareil. Nous sommes connectés sur la fréquence, quelque part, entre guillemets, de la Terre. Mais au même endroit, il peut y avoir plusieurs autres réalités. Et ça, faut jamais l'oublier. Là, nous ne sommes pas seuls dans notre réalité, mais nous sommes réglés juste sur le bon canal, comme un poste de radio. Au lieu d'être influencé par toutes les radios qui existent dans le monde, enfin, qui sont perçues en tout cas en fonction de ce que je choisis, FM par exemple, et c'est une certaine fréquence. Au lieu d'être inondé par toute la bande FM, autrement dit, à l'endroit où je me trouve, je ne capte que la fréquence sur laquelle je choisis de me capter, et donc la matérialité des objets sur lesquels je choisis de me capter. Et nous sommes réglés pour ça. 7 nous apprend à essayer de changer un peu les réglages, mais au départ, nous sommes réglés sur cette réalité-là, et nous faisons tout pour éviter de percevoir les informations qui viennent des autres chaînes FM. À partir de là, il va poursuivre dans le paragraphe suivant en disant « Certaines parties de vous-même dont vous n'avez pas pleinement conscience résident donc réellement dans ce que vous appelleriez un hyper-système de réalité, dans lequel la conscience apprend à percevoir, à gérer des concentrations d'énergie bien plus fortes et à construire des formes d'une nature tout à fait différente, forme étant mis entre guillemets. Ce n'est pas forcément des objets, ce qu'on appelle une forme. Nous, dans notre réalité, ça prend une forme en 3 dimensions et c'est un objet particulier. Et dans d'autres réalités, ça peut prendre d'autres formes, d'autres concrétisations, d'autres aspects. Tout ça en partant éventuellement de la même information, de la même énergie derrière.
mais la même énergie ne va pas se concrétiser, se former, donc créer des formes identiques selon les réalités, le niveau de réalité dans lequel cette énergie, cette information va arriver. Donc je relis ce paragraphe. Certaines parties de vous-même, dont vous n'avez pas pleinement conscience, j'écris aujourd'hui, mais non, dont vous n'avez pas pleinement conscience, réside donc réellement dans ce que vous appelleriez un hypersystème de réalité. Il y a des parties de nous qui sont connectées à d'autres niveaux de réalité, dans lequel la conscience apprend à percevoir, à gérer des concentrations d'énergie bien plus fortes et à construire des formes d'une nature tout à fait différente. Dans notre conscience, notre grand moi, travaille à différents niveaux de réalité en même temps. Donc il y a une partie de nous qui avons cette capacité-là, déjà innée instinctivement. Ça fait partie de nous connecter à différents niveaux, en même temps, simultanément. Voilà ce que Seth est en train de nous rappeler ici, en précisant ce que c'est cette notion de tonalité, de nature de la réalité. Votre idée de l'espace, continue Seth dans le paragraphe suivant, est donc très déformée. Votre idée de l'espace est donc très déformée. Puisque pour vous, l'espace est simplement là où l'on ne perçoit rien. L'espace, c'est le vide. C'est un endroit où il n'y a pas de matière. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'erreur que j'ai faite dans la dernière séance. Je vous parlais de l'espace vide au sein des atomes. Ce n'est pas aussi simple que ça, puisque la physique quantique, comme je disais, c'est un peu la bascule entre l'image qu'on peut avoir. Moi, effectivement, quand j'étais au collège ou au lycée, l'image qu'on nous donnait des atomes, c'était le petit électron qui est une petite bille qui tourne autour d'un noyau. J'étais un peu resté dans cette idée, même si j'ai lu différents principes de la physique quantique. Mais c'est vrai que je reviens dans mon fonctionnement spontanément sur cette image-là, en me disant, la nature c'est du vide. Donc déjà, visiblement, je pense que maintenant les scientifiques qui travaillent à l'échelle quantique, donc c'est vraiment, ça aussi c'est important de bien penser à ça. Déjà, de revenir au principe fondamental qu'il n'y a pas une seule loi physique qui explique tout l'univers. Donc, les règles physiques, ce sont des théories qui sont valides. Le principe d'une théorie, c'est qu'elle est valide tant qu'on n'a pas démontré l'inverse. Et pour le moment, si on regarde bien, toutes ces théories ne sont pas compatibles entre elles, puisque il y a des règles différentes physiques. Quand on observe le minusculement petit, et le macroscopiquement grand. Grande échelle, petite échelle. Les règles ne sont pas les mêmes. On n'a pas encore trouvé la formule qui permet de prédire ou d'expliquer ce que l'on observe. Comment est-ce qu'on fait en fait pour trouver une règle? On essaie de trouver une sorte de formule mathématique qui prend en compte, la vitesse, l'énergie, le poids, peu importe, E égale MC2, typiquement. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver une formule qui correspond à ce qu'on observe. Donc on essaie de faire plein d'observations pour voir éventuellement sur un graphique quelle est la forme globale de l'équation, de la courbe qu'on obtient, et à partir de là, on va chercher à résoudre cette équation pour trouver une formule. Et on n'a pas encore trouvé toute la liste des formules qui permettent d'expliquer toutes les forces présentes dans l'univers, encore une fois, qui sont valides à l'échelle du tout petit et du très grand. Donc il y a une série de lois qui sont valides à l'échelle du très grand, c'est la physique classique, on va dire, relativiste, c'est notamment ce sur quoi travaille Einstein, donc qui explique le déplacement des planètes, etc. Et là on est en train de se dire qu'effectivement il y a de l'énergie noire et de la matière noire à cette grande échelle qu'on ne sait pas exactement expliquer, mais dont on a besoin dans les modèles mathématiques pour expliquer ce qu'on observe. Il y a des histoires de gravité, des mouvements, alors je sais plus dans les systèmes à quelle échelle, si c'est au niveau des systèmes planétaires, des galaxies, je sais pas, mais peut-être un peu à toutes les échelles. Pour expliquer le déplacement, on explique principalement par rapport à la gravité qui attire les objets l'un par rapport à l'autre.
et que il manque pour le moment, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais c'est comme si en fait, s'il y avait la Lune qui tournait autour d'une masse invisible. C'est-à-dire, la Terre n'est pas perçue. Ça vous donne juste une image. Hein. Ce que j'explique, c'est juste pour dire que dans les mouvements de ce qu'on observe, encore une fois, je ne sais pas à quelle échelle, si c'est à l'échelle de planètes ou d'objets plus grands, ce que j'ai compris, c'est que les mouvements de ce qu'on observe, globalement, c'est pas forcément des cercles, c'est comme s'il y avait des objets manquants. Donc on va créer de la matière noire et de l'énergie noire dans les modèles physiques pour se dire, bah voilà, si on applique telle formule, ça veut dire que là, ici, il y a quelque chose hyper dense qu'on ne voit pas oui, avec les satellites, avec les télescopes, ou sur des images, peu importe, voilà, les satellites qui sont envoyés. Là, on ne voit rien, mais c'est comme s'il y avait un centre de gravité énorme qui attire les objets autour de lui, donc qui crée des mouvements, par exemple. Donc ça, physique classique. Et puis quand on va dans le tout petit, il y a d'autres règles. Et effectivement, quand on zoome, par exemple, à l'échelle d'un atome, l'électron ne réagit pas, en fait, comme une bille. C'est pas une bille. C'est une onde de probabilité. Il va être... Rappelez-vous aussi quelque chose de fondamental en physique quantique, c'est qu'on se rend compte que tant qu'on n'observe pas quelque chose, tant qu'il n'y a pas un observateur, en fait, c'est l'histoire du chat de Schrödinger, il y a des états superposés. Un électron n'a pas d'état particulier si personne ne l'observe. Il va devenir concret, physique, il va définir son état au moment où on l'observe. Et à partir du moment où on l'a observé une fois, après on peut l'observer 30 fois derrière, il sera toujours dans le même état. Le fait qu'un observateur observe quelque chose va définir l'état de ce qui était observé, qui était non défini avant que l'on puisse l'observer. Tout ça pour dire que tant qu'on n'observe pas concrètement un atome, à l'intérieur d'un atome, c'est donc pas du vide, entre guillemets, ça correspond à 99% de vide en termes de densité de matière, si on pouvait peser quelque part le noyau et l'électron, mais voilà, gardez en tête que c'est pas une petite bille qui tourne dans un grand vide. C'est une onde de probabilité de présence de l'électron qui va être définie au moment où on va regarder de plus près, et c'est encore même plus bizarre parce que si on veut savoir exactement où est l'électron, on ne connaît pas sa vitesse, et si on veut connaître sa vitesse, on ne sait plus où il est. Voilà, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc voilà, ça ne fonctionne pas comme dans la physique classique, à notre échelle, hein, je dis le grand, notre échelle correspond à la physique classique. Vous prenez une pomme, si vous connaissez sa masse et vous l'envoyez à une certaine vitesse, vous pouvez prédire l'endroit où elle va atterrir. Si vous connaissez les gaz qui vont la freiner, la gravité de la Terre, etc. Si vous avez tous les paramètres, on peut tout prédire, a priori, en connaissant les bonnes valeurs. Pourquoi je vous parlais de ça ? Parce qu'il y a effectivement, il y a deux physiques, il y a deux échelles, et donc, un peu comme s'il y avait deux modèles de réalité qui se superposaient. Et que, voilà, moi ça me fait penser un petit peu à cette notion de dire qu'il y a plusieurs univers parallèles, plusieurs réalités parallèles, et que tant qu'on n'a pas trouvé une loi un peu unique qui fonctionne quelles que soient les échelles, on se dit qu'il y a encore des choses de toute façon que la physique n'a pas compris. On n'a pas encore, voilà, on n'a pas la règle universelle qui explique le monde entier. Ça n'existe pas encore. Et peut-être que ça n'existera jamais. Et nous sommes connectés donc à d'autres natures. Intuitivement, quelque part, moi, ça me rassure de ne pas avoir une règle qui explique tout. Ça me conforte dans l'idée que la réalité qu'on cherche à observer est peut-être d'une autre nature, en tout cas qu'il y a des éléments dedans que nous n'arriverons jamais à comprendre complètement tant que nous en restons à une observation physique matérialiste. Il y a des éléments qui échappent quelque part à la compréhension directe
Et cette physique quantique qui va explorer l'infiniment petit, elle est obligée de créer des nouveaux modèles. C'est pour ça que l'électron n'est plus une petite bille. Pour le moment, je crois que la dernière... qu'est-ce que cette théorie? Oui, c'est ça, c'est une théorie, la théorie des cordes. C'est la dernière théorie qui expliquerait le mieux l'ensemble des particules. Je crois que oui, ça y est, avec la théorie des cordes, des supercordes même, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements dans les cordes, il y a des cordes sur les cordes, je sais plus, qui expliquerait en fonction de si la corde est ouverte, fermée, comment elle vibre, qui expliquerait les différentes particules que nous avons déjà observées par ailleurs. Donc voilà, c'est une théorie pour le moment, donc c'est vraiment une recherche, et on est obligé de créer des éléments, donc notamment des univers parallèles, donc je ne sais plus combien il y a de dimensions. Je crois qu'il faut un univers à 26 dimensions, si je dis pas de bêtises, mais bon, ça c'est pas très grave, ne vous attachez pas sur le chiffre, ou regardez de votre côté, pour pouvoir expliquer finalement la réalité qui nous entoure, quand on est à une échelle microscopique. Juste ça, moi je dirais, ça me suffit. Moi j'ai fait des études scientifiques, mais il y a des fois j'ai pas envie de comprendre les choses. Il y a un côté, il y a le poète en moi qui se dit, mais ça me suffit pour me dire que le monde est suffisamment merveilleux comme ça. J'ai pas envie de mettre une équation sur chaque chose de la vie. De me dire que on a du mal à comprendre, et peut-être qu'on comprendra jamais l'élément le plus petit présent dans cet univers, parce que peut-être que plus on va chercher, plus on va trouver encore plus petit. Moi, voilà. Pour le moment, ça me suffit. Est-ce que je répondais à une question? Je sais plus exactement. Je me suis peut-être un petit peu égaré. J'étais en train de lire, voilà, certaines parties de vous-même dont vous n'êtes pas pleinement conscient, effectivement, sont connectées à d'autres niveaux de réalité, à une hyper système de réalité, dans lequel la conscience apprend à percevoir, à gérer des concentrations d'énergie bien plus fortes. Votre idée de l'espace est donc très déformée, puisque pour vous, l'espace... Non, voilà, c'est ça. J'en étais à ce niveau-là, tout à fait. Donc, j'ai ouvert cette grande parenthèse, je m'en excuse si je vous ai un petit peu égaré, par rapport à cette notion d'espace, où on regarde dans cet espace, on a l'impression qu'il n'y a rien. Donc là, je vous redonnais des exemples d'effectivement, à des grandes échelles, on est obligé de rajouter des éléments qui s'appellent la matière noire ou l'énergie noire pour expliquer le déplacement des planètes. Donc on croit que c'est vide, mais en fait, il y a quelque chose d'une certaine nature. On appelait ça l'éther à une période. Je crois que ça s'appelle toujours l'éther, mais la nature a un peu évolué dans sa définition. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui soit présent. On ne sait pas exactement sa nature, mais c'est pas du vide. Voilà. Il y a quelque chose de présent qui permet de faire en sorte que les lois de gravitation, par exemple, puissent s'appliquer. Je schématise un petit peu, je raccourcis, mais donc, dites-vous bien que ce qu'il y a autour de vous, même quand vous ne voyez rien, c'est-à-dire que vous voyez l'objet qui est derrière, entre les deux, entre vous qui observez et l'objet que vous observez, il y a des choses. Il y a des choses déjà dans cette réalité-là, c'est vraiment ce que la physique nous dit. Mais là, ce que ça nous dit, c'est qu'en plus, il y a d'autres réalités. C'est ce que je vous disais, nous ne sommes pas seuls. C'est juste que nous sommes connectés sur des fréquences différentes. Et en changeant la fréquence, ça devient perceptible, ça devient accessible à nos sens ou pas. Je redonne juste l'exemple comme illustration. Si j'émets un ultrason, je ne le perçois pas, mais il est quand même présent. Le chien qui est à côté de moi, il peut l'entendre. Ou des infrasons, un éléphant va l'entendre, c'est comme ça qu'il communique par le sol, et pas nous. Mais ça existe bien, ça a une réalité. On ne le perçoit pas, mais ça existe. Donc il faut juste être connecté, avoir les bons outils pour pouvoir capter une certaine fréquence de son, par exemple. Voilà, c'est une similitude pour expliquer un petit peu qu'il y a des éléments présents, des informations en tout cas qui sont présentes autour de nous, et c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Gardez juste ça en tête. Voilà, 7 conclut effectivement ce paragraphe. Non, c'est pas encore un paragraphe, c'est une phrase. Il commence en disant « Il est donc cet espace, comme je vous disais, voilà, on a l'impression qu'on ne perçoit rien, donc qu'il n'y a rien. Il est évidemment rempli, dit-il, de toutes sortes de phénomènes. » Une pause, parce qu'il réfléchit sur ces mots.
Donc toutes sortes de phénomènes qui ne produisent aucune impression sur vos mécanismes de perception. Voilà sa tournure de phrase. Avec ses mots à lui, donc voilà, il redit de manière plus précise ce que j'essaie de vous expliquer dans les quelques minutes qui viennent de s'écouler. L'espace que l'on croit comme vide est rempli de toutes sortes de phénomènes, donc des informations, de l'énergie. Il y a quelque chose de présent, une conscience, qui ne produisent aucune impression sur vos mécanismes de perception, qui ne vont pas rentrer en contact avec nos perceptions, avec nos cinq sens, qui ne sont pas du même niveau que ce que nos cinq sens peuvent capter, donc on croit qu'il n'y a rien. Cependant, continue 7, en certaines occasions, vous pouvez vous ouvrir jusqu'à un certain point à ces autres réalités. Et vous le faites de façon intermittente, même si vous oubliez souvent l'expérience du fait qu'elle ne se manifeste pas physiquement. Donc ces phénomènes dont Seth est en train de parler, qui sont présents un petit peu partout, ce que je vous donnais comme exemple avec les sons, en certaines occasions, vous pouvez vous ouvrir jusqu'à un certain point à ces autres réalités. Vous pouvez percevoir des éléments qui d'habitude ne sont pas perçus, ne sont pas perceptibles. Et vous le faites, dit-il. Ça vous est déjà arrivé, ça vous arrivera encore. Vous captez des informations qui ne sont pas directement liées à notre réalité physique. Vous le faites de façon intermittente, même si vous oubliez souvent l'expérience. Donc, on vit quelque chose, j'avais expliqué aussi dans une autre séance, si on n'est pas prêt à percevoir une information, j'avais donné un exemple un peu bizarre, un peu triste, mais je l'avais entendu moi-même d'un exemple. Si on voit un corps qui flotte dans un fleuve, on traverse tous les jours un fleuve, on regarde l'eau, si on voit un corps mort qui passe, ça ne fait pas partie de notre schéma mental, on n'est pas habitué à voir ça, on ne s'attend pas à ça, donc on peut très bien ne pas le voir. Le cerveau va remplacer l'information par « Oh bah tiens, c'est marrant, il y a un plastique, une bûche, il y a un objet, ou il n'y a rien, voilà. » Ça ne fait pas partie de notre schéma. C'est pas comme si je regarde un feu tricolore et je m'attends à voir ou du rouge, ou du jaune, ou du vert, de l'orange, et que voilà, ça passe de l'un à l'autre, et que ça bouge. Ça fait partie de quelque chose que j'ai appris, je m'y attends. Donc, comme ça rentre dans mon schéma, je le perçois. Donc, il y a quand même des moments où on a beau percevoir quelque chose, ça ne va pas rester dans notre mémoire, ça ne va pas monter jusqu'à notre conscience. Ça ne va pas... En fait, ça ne va pas rentrer dans une case qu'on a déjà toute prête dans le cerveau. Et comme il n'y a pas la case, on ne va pas retenir l'information. Ça ne va pas devenir suffisamment matériel pour nous. Donc on va dire « Ah bah j'ai rêvé. Ah bah j'ai cru voir... non. » Et c'est à toutes ces petites choses-là que Seth nous demande de faire attention. Que je redis, voilà une expression que j'utilise de temps en temps, c'est d'observer les bugs dans la matrice. Le Néo, il fait ça, à un moment donné, voilà, il voit 2 fois un chat qui fait la même chose. « Ah, tiens, j'ai déjà vu ça. Qu'est-ce que tu dis ?» Et les autres, ils savent que s'il y a un bug dans la matrice, c'est qu'ils sont en train de toucher à la programmation de la matrice et que c'est pas bon signe. Et bien là, c'est ça. C'est-à-dire que c'est juste, si vous voyez des choses qui vous semblent anormales, prenez-les en compte. Ce sont les traces que la réalité physique est certainement plus complexe. En tout cas, non, qu'il y a autre chose que la réalité physique. Que la réalité physique n'est pas tout. Voilà. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin d'un paragraphe. Voilà, du fait que ça ne se manifeste pas physiquement, effectivement. Bon. Voilà, on va faire une petite pause là avant que je reprenne la deuxième partie de la séance dans quelques minutes. Merci pour votre attention et puis à très bientôt pour la suite.